Salut à tous! Enfin une bonne série sur Netflix qui parle de fantômes et de... Permets de t'interrompre, on vient de clamser sur la photocopieuse du deuxième et t'étais pas en train de photocopier des notes de frais. Bref, je te laisse faire ta petite vidéo sur Bly Manor et puis on déguerpille, hein? Bisous. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un des événements les plus attendus de l'année, c'est la sortie sur Netflix de The Haunting of Bly Manor, qui est la suite de The Haunting of Hill House. What dreams? Rappelez-vous, The Haunting of Hill House, c'était la série, ou plutôt la mini-série fantastique, diffusée par Netflix en 2018, qui avait permis, on va dire, à la carrière de Mike Flanagan vraiment de totalement exploser, de le faire connaître du très grand public. C'était un récit surnaturel qui se basait sur un roman et un film de fantastique sur lesquels on va revenir, qui sont de grands classiques, et qui avait impressionné et ému un très large panel de spectateurs. Et bien donc, quelques mois après sa diffusion, Netflix et Mike Flanagan avaient fait savoir qu'ils comptaient lui donner une suite. Alors pas exactement une suite, parce que cette nouvelle saison ne se déroule pas après les événements de la saison précédente, c'est ce qu'on appelle une anthologie, c'est-à-dire que The Haunting of Bly Manor, même s'ils reprennent une partie des mêmes acteurs, va raconter une toute autre histoire, adaptée de toute autre œuvre originelle. Donc, The Haunting of Bly Manor, c'est l'adaptation du Tour d'écrou de Henry James, un bref roman, et également du film Les Innocents de Jack Clayton, qui date de 1961, deux œuvres qu'on vous recommande chaudement parce qu'elles sont absolument brillantes, très accessibles, et passablement terrifiante. Sans plus attendre, qu'est-ce qu'on a pensé? En tout cas, qu'est-ce que j'ai pensé de The Haunting of Bly Manor? Je pense que c'est une très belle réussite qui, à plein de niveaux, est vraiment à la hauteur de la saison précédente et qui vraiment propose un récit très puissant. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai apprécié ces 9 épisodes. Tout d'abord, moi, ce qui m'a laissé à genoux, c'est le travail sur l'impact émotionnel de l'intrigue. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez impressionnant qui est fait à ce niveau-là. Rappelez-vous, dans la série précédente, The Haunting of Hill House, il y avait également une grande puissance émotionnelle. C'était un récit qui, lui, se basait plutôt sur le thème, on va dire, du trauma. Comment nous affecte un trauma familial, comment certains y survivent, comment certains arrivent à le transcender, mais aussi comment d'autres sont irrémédiablement détruits par lui. Alors c'est pas du tout cette thématique-là qu'on retrouve dans la fournée d'épisodes de cette année, c'en est une toute autre, c'est tout simplement qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que l'amour nous affecte. L'amour qu'on perd, l'amour qu'on retrouve, l'amour qui nous trahit, l'amour qui n'est pas à la hauteur, l'amour qui nous déçoit, l'amour qu'on ne parvient pas à oublier, mais aussi l'amour qui sauve. Et ça, ce sont tout simplement des figures qu'on a retrouvées de tout temps, et dans la littérature, et dans le cinéma, et dans le théâtre. Donc on arrive tous devant la série, on va dire, avec un énorme héritage culturel par rapport à ça, et la capacité que le récit a à brasser tout ça, et à l'inclure dans un canevas fantastique, surnaturel, parfois très dur, lui donne vraiment énormément d'impact et de puissance. Je trouve qu'il y a une sensibilité, un niveau de détail dans la manière de nous raconter les émotions et de nous présenter des protagonistes qui souffrent ou sont vraiment portés par un grand souffle romanesque qui confère quelque chose de très très magnétique au récit. Alors je vous dis que ça parle d'amour. Bien sûr, on est toujours dans le cadre d'une série fantastique qui entend aussi vous faire frissonner. Donc de quoi va causer cette saison? Nous suivons ici les mésaventures de Danielle Clayton, une jeune fille au père qui vient donc dans la campagne anglaise, au cœur de l'Essex, et non pas au cœur de l'Essex, c'est très différent, dans le Bly Manor, pour s'occuper de deux mômes orphelins, qui en plus d'être orphelins, les pauvres vieux, sont passablement traumatisés parce que leur précédente gouvernante est décédée dans des circonstances pour le moins étranges et qui les ont manifestement traumatisés. Vous vous doutez bien que ça va être un peu plus compliqué que ça, et qu'il va y avoir bien sûr des fantômes, de la hantise, de la manipulation et de la mort. Une des peurs, moi, que j'avais en découvrant cette nouvelle série, c'était de savoir est-ce que le récit allait réussir visuellement à avoir une vraie patte, une véritable empreinte, et allait réussir vraiment à se séparer un petit peu de ce qu'avait établi The Haunting of Hill House. Parce que si vous refaites la même chose, nécessairement vous n'êtes jamais qu'un écho du passé, et c'est moins intéressant. Or, une de mes premières satisfactions, c'est que The Haunting of Bly Manor ne ressemble pas à la saison précédente. On va détailler après pourquoi, mais la mise en scène, la photographie sont vraiment pensées différemment. Je trouve que la direction artistique est aussi très différente pour une raison toute simple. Rappelez-vous, dans la saison précédente, la maison hantée, on va dire, était vraiment un décor de toile de fond dans lequel on se baladait finalement très rarement, dont on avait assez peu de vision d'ensemble, à part dans les 2 derniers épisodes où là vraiment on replongeait dans ce décor et où on l'explorait. Là, on fait exactement le cheminement inverse, c'est-à-dire que dès le début de la série, on va être précipité dans les arcanes de Bly Manor et on va très rapidement découvrir la géographie des lieux, comment est-ce qu'ils sont structurés, organisés, et vous allez vous rendre compte que rapidement, vous comprendrez à la fois
quelle est l'architecture de la maison, mais également des jardins alentours, et notamment d'un lac qui a un rôle symbolique et scénaristique très important. Donc c'est agréable parce qu'on change véritablement de dynamique, on n'est plus dans le même décor à tous les niveaux, et je trouve que la mise en scène dans le sens général prend ça en compte. On n'est plus du tout dans la même manière de filmer, de présenter les décors, et ça aussi on va le redétailler un petit peu plus loin, mais rappelez-vous, une des particularités de The Haunting of Hill House, c'était que Mike Flanagan faisait beaucoup de démonstrations de force esthétique. Il y avait notamment plusieurs plans séquences extrêmement impressionnants, il y avait un découpage très fluide, très spécifique qui s'amusait notamment au sein de même plan à jongler entre les époques. Il essaye pas du tout de reproduire ça, et au contraire, la mise en scène se veut, je dirais, beaucoup plus découpée. Alors ça donne un rendu très différent, mais moi ça me plaît assez. La photographie joue sur des couleurs qu'on ne voit pas d'habitude chez lui. Si vous avez vu notamment Dr. Sleep, Jesse, Ouija 2, hein, évidemment, pas déconner, vous devez savoir que il aime beaucoup un étalonnage assez numérique, avec des oranges très marqués et des bleus très marqués, assez métalliques. Et ben il rompt là vraiment énormément avec cette charte graphique. Il propose vraiment un récit qui ne joue pas du tout sur les mêmes trucs esthétiques. Ça fait du bien, du coup, même si on retrouve sa patte, même si on retrouve son état d'esprit, on sent qu'il essaye de se renouveler, et ça pour moi c'est un moteur d'attention très fort. En plus de ça, moi il y a un truc qui me passionne, c'est que justement, plutôt que d'essayer de se focaliser sur, on va dire, son découpage et de nous faire des plans dingos toutes les 10 secondes, là il se focalise sur le montage. Et ça c'est un truc intéressant parce que c'est assez rare. Le montage, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont vous coordonnez, assemblez, structurez les plans et les séquences entre eux. Et là, il y a un travail, moi, que je trouve chirurgical en termes de tempo, mais véritablement, hein, qu'on soit dans des scènes assez basiques où on va avoir du chant contre chant, ou qu'on jongle au sein d'un épisode d'une époque à une autre, d'un flashback à un flash-forward, je trouve que l'agencement à ce niveau-là est assez précis, voire parfois brillant, comme dans les épisodes 5 et 6, où là on a le plus, on pourrait dire, de bond entre différents niveaux de sens et de temporalité. C'est ordonné avec une intelligence et un art, soit de l'harmonie, soit au contraire, de la dissonance, quand on veut nous mettre un peu mal à l'aise, quand on veut mettre en regard différentes époques, différents momentum, et leur donner du sens l'un l'autre. Vraiment, c'est une série qui travaille son montage. Il faut voir que c'est assez rare aujourd'hui, parce que le montage, ça occasionne en général des effets plutôt discrets. C'est pas quelque chose qui vous saute au visage. Il faut être attentif pour remarquer comme c'est bien fait. Et on va dire, même quand c'est très très réussi, souvent, ça va vous séduire, ça va vous embarquer, ça va être extrêmement puissant en termes d'immersion, mais c'est rarement une catégorie d'effets où, si c'est pas votre cam, vous allez rarement vous dire genre « Oh oui, quel excellent montage, Bobby, bien joué ». Là, pour le coup, je vous recommande d'y faire très attention, parce que je trouve qu'il y a un soin apporté à cette dimension dans la série qui est absolument remarquable et qui est très rare de nos jours. Il faut ensuite dire un mot du casting qui est assez prodigieux. Alors, si vous avez suivi l'actualité, les bandes annonces autour de la série, vous le savez peut-être, Mike Flanagan et Netflix ont décidé de reprendre l'essentiel du casting de la première série. Et ça, c'est un truc assez plaisant parce qu'ils sont tous toujours aussi bons, mais ils sont dans des rôles très différents. Et un petit peu comme l'a fait American Horror Story depuis un paquet d'années, c'est quand même très agréable de retrouver une troupe de comédiens, s'amuser de son image, jouer avec de nouveaux personnages, et vraiment, là, je trouve qu'il y a des choix qui sont faits, qui sont assez excellents. Il faut bien sûr parler de celle qui joue, on va dire, le rôle principal, c'est Victoria Pedretti, qui était déjà présente dans The Haunting of Hill House. Elle jouait Nell, la petite sœur qui avait un sort funeste, qui jouait déjà admirablement, mais qui, admettons-le, était un peu en retrait en termes de temps de présence à l'écran. Là, elle a vraiment le premier rôle, et ce qu'elle fait est assez stupéfiant, dans un rôle qui est très différent, avec une dynamique et des émotions qui ne sont pas du tout les mêmes. Vraiment, je trouve qu'elle est impeccable. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a notamment Oliver Jackson Cohen, qui était lui aussi dans la saison précédente, qui jouait le frère de Nell et qui jouait ce type très en souffrance, camé jusqu'aux yeux et qui était, on va dire, aveuglé par la douleur. Là, il joue un personnage qui n'a rien à voir, un espèce de majordome un peu pervers, extrêmement amoureux, très ambitieux, un personnage très complexe, avec un charisme, mais alors qui est ahurissant, et je trouve que l'énergie qu'il arrive à insuffler à ce nouveau protagoniste est d'autant plus passionnante qu'elle n'a rien à voir avec ses travaux précédents, donc vraiment, lui, son boulot aussi est impeccable. Et puis il faut évidemment citer Tinia Miller, que vous avez pu découvrir dans la série Years and Years l'an dernier, qui accomplit un boulot que je trouve émotionnellement remarquable, alors qu'elle a un personnage qui pourrait aussi être assez agaçant, qui est agaçant ou en tout cas répétitif, qui est celui de cette gouvernante qui ne veut pas trop en faire, qui fait attention à l'étiquette, à machin, et dont on devine qu'il y a dans son petit cœur qui bat quantité de sentiments. Elle arrive à donner à ce personnage une épaisseur, une dimension tragique qui sont
vraiment remarquables. Alors il n'y a pas que 3, hein, vraiment je trouve que tout le casting est exceptionnel de justesse, aussi bien dans les nouveaux venus que dans ceux qu'on connaissait déjà, mais c'est un vrai bonheur de les découvrir ou de les retrouver, et tout ce qu'ils ont à proposer est vraiment de très très haut niveau. Il faut également citer les 2 gamins, dont j'ai complètement oublié les noms et prénoms, que je ne vous donnerai donc pas, mais qui eux également sont très étonnants de justesse et qui ont à jouer d'un, on va dire, un spectre d'émotions sacrément varié. Il faut bien sûr qu'on aborde un point qui vous intéresse forcément si vous avez vu la série précédente, c'est la peur. Je trouve qu'elle est admirablement bien gérée, quand bien même elle est là par beaucoup plus petites touches, ou par touches, on va dire, plus discrètes que dans The Haunting of Hill House. Le but n'est pas, on va dire, de balancer à chaque épisode une grande séquence horrifique, mais vraiment, jusqu'au dernier tiers de la série, qui là vraiment s'énerve pas mal, de, on va dire, d'émailler le récit d'une multiplicité de petits éléments qui eux fonctionnent très très bien. Tout ce qui a trait à l'effroi est globalement très bien fait. Moi je suis une nouvelle fois assez admiratif du design des spectres, des fantômes et autres créatures. Il est à la fois intelligent, symboliquement très perçant, il y a vraiment des idées. Il y a notamment une paire de lunettes qui devrait vous faire frissonner bien comme il faut, mais voilà, il y a énormément de très belles choses à ce niveau-là, et même si la série fait le choix de jouer, on va dire, un surnaturel et un effroi qui sont plus dans les sous-bassements, vous voyez, qui vont plus vous rentrer sous la peau lentement, et pas de vous dire genre « Et maintenant c'est la séquence de la peur !» En gros, ce qui relève de l'effroi et je trouve d'un très haut niveau. Parlons maintenant de celui qui est le grand chef d'orchestre de cette série, c'est Mike Flanagan. Mike Flanagan, c'est un metteur en scène américain qui a été dévoilé au fil des années vraiment comme un petit orfèvre, un petit artisan de l'horreur sur des petits films et puis sur des petits films de moins en moins petits, de plus en plus ambitieux, jusqu'à, on va dire, jusqu'à ce que Jessie, l'adaptation de Stephen King qui était sur Netflix, commence à le faire sacrément remarquer, qu'on lui confie donc The Haunting of Hill House, qui là a été un énorme succès, puis Dr. Sleep, alors qu'il n'a pas été un succès en salle, mais qui lui a valu aussi pas mal de respect, non seulement des cinéphiles, mais aussi d'une partie de la presse et des amateurs de Stephen King, parce que réussir à adapter un des plus mauvais romans de Stephen King, tout en rendant hommage à un chef-d'œuvre de Kubrick, et en essayant de réconcilier les deux, parce que le texte de King avait quand même vraiment été écrit pour taper sur le film de Kubrick, bah c'était quand même un sacré défi, qu'à bien des niveaux il avait remporté haut la main. Allez donc voir le texte qu'on a écrit sur écran large concernant la version longue de Dr. Sleep, c'est un film qu'il faut absolument voir. Flanagan, on attendait beaucoup de lui. Ce qui est intéressant, c'est que la manière dont il a travaillé sur cette seconde saison est très différente de la première, et on peut penser que c'est pour un résultat qui est peut-être beaucoup plus personnel. Je m'explique. La première saison, elle a été écrite vraiment par un pool de scénaristes. Alors bien sûr, Flanagan y a participé, il a supervisé l'écriture, mais il avait avec lui toute une équipe de scénaristes et il s'est focalisé sur la mise en scène. Il avait réalisé tous les épisodes de la première saison. C'était vraiment son empreinte visuelle. Pour cette deuxième saison, c'est quasiment l'inverse. C'est-à-dire que c'est lui qui a scénarisé tous les épisodes, il a réalisé le premier, pour on va dire donner le là, dire voilà, ça va être fait comme ça, et bien sûr, il a supervisé l'ensemble visuellement, et notamment la post-production, le montage, mais ça n'est pas lui qui est, on va dire, derrière la caméra de chaque épisode. Il y a une batterie de réalisateurs, tous plutôt talentueux, qui sont venus prendre la suite et on va dire respecter sa charte. Donc c'est très différent. Là on est sur un récit qu'il a écrit, qu'il a pensé, repensé, digéré, et donc dont on peut se dire qu'il porte peut-être une empreinte un peu plus personnelle. Et c'est donc pas anodin de voir combien ce récit traite de l'émotion, de comment l'amour nous marque au fer rouge, nous détruit parfois, nous sauve d'autres fois, et quoi qu'il en soit, laisse toujours sur nous une marque indélébile qui ne peut jamais vraiment s'effacer. Voilà, la manière dont il est investi me touche assez. Je trouve aussi très intéressant qu'il n'ait pas eu envie de travailler cette nouvelle salve d'épisodes de la même manière que les précédents. Donc voilà, moi c'est vraiment quelqu'un qu'on peut définir comme un orfèvre, comme un artisan de l'horreur, qui travaille en général un mécanisme très complexe, vraiment dans le sens du détail, dans le soin de la mécanique. Et vraiment pour moi, cette deuxième saison, c'est de la très très bel ouvrage. Je vais maintenant aborder ce qui constitue, à mon sens, les petits défauts de cette nouvelle saison, mais il y en a, donc il faut qu'on en parle un petit peu avec vous, parce qu'on va pas vous faire croire que c'est un chef-d'œuvre intemporel, alors que non, il y a aussi des petits problèmes. Tout d'abord, je vais commencer par deux aspects qui, sans être d'énormes soucis, peuvent déplaire ou déstabiliser en tout cas ceux qui espèrent retrouver exactement le même type d'ambiance que dans The Haunting of Hill House. The Haunting of Bly Manor fait le choix d'un récit qui, au moins dans sa première partie, est relativement lent. Alors attention, ça n'est pas un problème d'être lent. Moi, je crains pas du tout la lenteur au cinéma ou dans les séries. La lenteur, ça veut pas dire qu'il se passe rien. Ça veut dire que ce qui se passe se déroule avec une certaine ampleur et que littéralement, on prend le temps de créer des effets, de créer une atmosphère. On cherche pas à y aller tambour battant. Moi, c'est un truc que j'apprécie assez, mais qui peut être assez déstabilisant et qui peut notamment l'être dans le cadre d'un récit où il y a
autant de sous-intrigues, autant de personnages qui sont, on va dire, traités de manière aussi riche. Donc voilà, sachez que si c'est quelque chose, vous, qui vous déplaît, toute la série ne reste pas comme ça, hein, la deuxième moitié est beaucoup plus nerveuse, une fois, on va dire que tous les ingrédients ont été installés et travaillés, mais c'est vrai que la série fait le choix un peu audacieux de démarrer piano-piano. Ensuite, le fait que ce ne soit pas Flanagan à la réalisation, alors attention, hein, comme je l'ai dit, les metteurs en scène qui prennent sa suite après le premier épisode respectent l'atmosphère qu'il met en place, bien sûr, et respectent les codes visuels qu'il établit. Néanmoins, on sent que ce sont des metteurs en scène qui ont moins de goût que lui pour la maestria technique. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de grands plans séquences de folie, il n'y a pas de scène concept démentielle, et c'est peut-être pour ça justement que la série repose plus sur son montage. Et c'est pas déplaisant parce qu'encore une fois, c'est très bien fait. Attention, hein, la série n'est pas devenue inepte visuellement, elle n'est pas devenue inintéressante plastiquement, loin s'en faut. Néanmoins, c'est vrai que vous ne retrouverez pas ces espèces d'énormes moments de souffle cinématographique, ou en tout cas ils sont beaucoup plus ténus et ils ne jouent pas du tout sur les mêmes ressorts. Donc ça peut là aussi un peu déstabiliser. Enfin, moi j'ai un vrai problème, et c'est dommage parce que c'était un défi que s'était lancé la série qui moi m'excitait assez. Il y a un épisode en noir et blanc. Je vous dis pas lequel, je vous dis pas de quoi il parle, mais très clairement c'est un épisode en noir et blanc qui est situé dans un gros flashback, et je trouvais ça excitant parce que notamment dans The Haunting of Hill House, mais à nouveau avec The Haunting of Bly Manor, il s'agit quand même en partie de l'adaptation d'un très grand classique du cinéma en noir et blanc. Donc voir la série à la fois rendre hommage à cette forme de cinéma et s'y frotter, quoi, essayer d'en faire aussi, je trouvais ça très excitant. Malheureusement, on sent que, en partie par faute de moyens, parce que du coup le flashback tient pas totalement, esthétiquement parlant, et aussi sans doute parce que les personnes qui s'occupent du truc ne maîtrisent pas totalement les codes du noir et blanc, et on va dire en termes de photos, propose pas un truc ultra intéressant. Du coup, c'est un épisode qui raconte quelque chose, moi, que je trouve d'assez passionnant, de très excitant sur le papier, et qui visuellement est très en deçà. Or, quand vous faites 9 épisodes d'une heure, quand il y en a un qui est moche, c'est quand même très dommage. Donc voilà, c'est une belle occasion manquée, ça ne détruit pas la série, loin s'en faut, mais l'épisode en noir et blanc, qui arrive assez tard en plus dans la saison, à mon sens, c'est vraiment un moment en dessous. C'est vraiment un passage où je me suis dit, c'est dommage, voilà, c'était l'opportunité de faire un truc qui bastonne visuellement, qui soit très fort et qui nous sorte de nos habitudes, on va dire, en termes de visionnage. Et hélas, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Nous arrivons dans la partie spoiler, donc si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, ou si vous n'avez pas encore vu la série, foutez le camp, qu'est-ce que je vous dise, mes pauvres agneaux. Fuyez, fuyez, nous prince. I've seen things. It's like I'm in hell. Alors d'abord j'aimerais aborder avec vous les connexions avec les œuvres originelles. On vous l'a dit au tout début de cette vidéo, The Haunting of Bly Manor, c'est l'adaptation du Tour d'écrou de Henry James et des Innocents de Jack Clayton. C'est-à-dire qu'on est exactement dans le même système que sur la saison précédente, qui adaptait La Maison hantée de Charlie Jackson et La Maison du Diable de Robert Wise. Donc ça, c'est un défi que je trouve passionnant. Essayer de réussir un grand récit fantastique en se basant sur deux énormes classiques, sur deux œuvres matricielles très importantes du genre, et en plus en changeant complètement de format, parce que là on arrive sur la série, je trouve que c'est passionnant. Et du coup, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir comment est-ce que Flanagan, qui a écrit l'ensemble, choisit de récupérer, d'enlever, de s'intéresser au contenu de ces œuvres-là. Alors, il faut donc que je vous rappelle, ou que je vous explique, de quoi causent ces deux œuvres, parce que le roman et le film sont assez similaires. Donc, tout simplement, le Tour d'écrou et Les Innocents, c'est l'histoire d'une gouvernante qui va s'occuper, le temps d'un été, de deux gamins orphelins qui sont un peu bizarres. Pourquoi est-ce qu'ils sont un peu bizarres? Parce qu'ils semblent sous l'influence de deux domestiques de la maison, morts assez récemment, et qui étaient assez proches d'eux. Ces domestiques étaient un couple passablement pervers, bizarroïde, aux mœurs indécentes pour l'époque, parce que oui, on est dans une Angleterre victorienne, puritaine, qui n'apprécie pas spécialement que les domestiques se rentrent les poils à tout va dans les temps à côté de la maison de maître. Et donc, c'est intéressant parce que c'est un récit en fait qui joue sur plusieurs niveaux. Il faut bien voir comment est-ce qu'il est structuré. Dans le roman, on a un personnage qui lie à d'autres personnages le récit qui a été fait du récit
de la gouvernante. Se pose donc la question de la fidélité aux événements, de savoir si la gouvernante est en train de devenir folle, si les enfants la manipulent, ou si on est véritablement dans un récit fantastique. S'ajoute à tout cela, on va dire, un petit degré psychanalytique, parce que ce qu'on peut aussi lire dans le texte, c'est peut-être cette gouvernante qui est folle de désir pour le possible fantôme de Monsieur Quint, ce majordome extrêmement dominateur, extrêmement pervers, très sexué, et que elle, qui vit justement dans un univers corseté, à travers ses enfants au comportement étrange, fantasme l'image d'un homme transgressant et subvertissant absolument tout. Et donc, ça fait un récit très riche. C'est pareil dans le film. Et alors, ce que choisit de faire Flanagan, c'est de prendre cet aspect-là du récit et d'y ajouter plein d'autres étages. En fait, de le prendre comme une fusée et de dire je vais rajouter un réacteur ici, je vais rajouter des trucs là, et de créer d'autres mythologies autour de cette mythologie. Il va aussi reprendre des éléments visuels du film, et des éléments sonores, parce que le nouveau thème principal qui revient très fréquemment dans The Haunting of Bly Manor, cette petite comptine que je ne vais pas vous chanter, mais que vous entendez dès les premières secondes du premier épisode, eh bien en fait, elle provient directement du film de Jack Layton de 1961, dont c'est le thème principal. À nouveau, je vous recommande de le regarder, il est brillantissime, terrifiant, implacable et plastiquement superbe. Ça, c'est la reprise, on va dire, sonore, l'hommage sonore au film, mais il y a aussi énormément d'hommages visuels. Vous verrez que les spectres et les fantômes apparaissent et jouent énormément sur les surfaces réfléchissantes. Un miroir, une fenêtre, de l'eau, etc., etc., etc. Ça, c'est un choix visuel qui provient directement du film de 61, et c'était une des très belles trouvailles, une des très belles expérimentations visuelles de ce long métrage, et voilà, on sent que Flanagan s'est dit, ok, je vais les adapter, il faut et que j'y rende hommage, et que je me montre à la hauteur, et que je respecte, on va dire, cette espèce d'ADN visuel du récit. Il le fait excellemment bien, et il le renouvelle aussi de manière très intéressante. À ça, il va ajouter plusieurs degrés et de subtilité et de relecture, et tout simplement de mythologie supplémentaire. Alors tout simplement, c'est cette idée que au XVIIe siècle, le Bly Manor a été le siège d'une tragédie terrible, et que une jeune noble mariée, et puis malade, et puis morte, est devenue un spectre, et un spectre, ça c'est assez classique hein, dans les mythologies fantomatiques, un spectre dont l'horreur, l'abomination, la souffrance l'a condamné à être enfermé en ce lieu. Là où ça devient plus intéressant, c'est qu'il décide de dire, en gros, la souffrance de ce spectre fait que toute personne qui meurt sur le périmètre de Bly Manor devient un spectre interconnecté à ce fantôme originel, et qui lui aussi va être influencé, attiré comme un espèce de centre de gravité ou de sablier, mais de sablier qui attirerait les autres particules à elles-mêmes, à lui-même, mais sans jamais pouvoir s'échapper, sans jamais pouvoir tomber. C'est une idée qui est assez poétique, qui est très dure, qui est très cruelle, qui amène des morts et des horreurs, on va dire, dans le récit vraiment impitoyable et très intéressante, et qui renouvelle pas mal, on va dire, cette première idée du couple de domestiques bizarroïdes. Ce couple de domestiques bizarroïdes, il est lui aussi repassé, relu. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, ça n'est plus tant de dire « Oui, ce sont des domestiques bizarres qui aiment la dépravation, le sexe et l'alcool », mais de dire ce sont des gens qui sont... On est en plein milieu des années 80 dans cette partie du récit, ce sont des gens qui sont broyés par un système qui met en avant... les dominants, qui met en avant le pognon, hein, les fameuses années fric, les années 80, et qui, à travers leur amour, vont trouver une occasion de subvertir le système et, on va dire, de l'attaquer à grands coups de boule. Et ça marche bien. Ça marche très bien parce que ça permet de les nuancer. C'est pas seulement des méchants, c'est pas seulement des gens envieux ou pervers. Non, c'est aussi des gens qui sont en but à un monde qui n'est pas fait pour eux et qui se rebellent contre lui, et ils vont être broyés. Et ça les nuance, ça les rend plus intéressants. Et surtout, j'ai envie de dire, ça rend leur amour plus tragique. Parce que voir des gens, on va dire, moralement extrêmement discutables, éthiquement assez dégueulasses, mais qui essayent de se sauver par le biais de leur amour et qui n'y arrivent pas, et ben ça, c'est ce qu'on appelle de la tragédie, ça c'est ce qu'on appelle du fatum, et c'est extrêmement intéressant parce que tout simplement, c'est trouble, c'est ambigu. Ce sont des personnages à la fois qu'on a envie de voir perdre parce que ce sont des salauds, mais ce sont en même temps des personnages qui sont prêts à de tels sacrifices par amour qu'on comprend quelque part ce qui les amène à ces coupables extrémités, et que donc du coup on a beaucoup d'empathie pour eux. Ça c'est très intéressant. Ensuite, moi il y a une nouveauté que je trouve très intéressante et dont je vois pas bien où je l'aurais vu avant, en tout cas jamais exploité comme ça. C'est une façon de penser le mythe du fantôme, c'est-à-dire que les fantômes ici hantent bien sûr des lieux, mais ils peuvent aussi hanter des personnes si ces personnes le désirent. C'est-à-dire qu'à un moment, pour ne pas laisser un spectre partir dans l'oubli, s'éloigner, on peut lui demander de s'accrocher à soi, de vivre en soi, mais au risque d'avoir un espèce de parasite qui peut finalement
prendre le dessus, c'est comme une sorte de schizophrénie. Et ça entraîne deux choses déjà. Ça entraîne, je trouve moi, cette assez belle idée de choisir de se lier à un souvenir, quitte à s'y perdre. Et c'est là où je vous parlais du montage, c'est là où c'est très intéressant, parce que les personnages qui choisissent de se lier à des fantômes, que ce soit les enfants, que ce soit le personnage de la gouvernante, ce sont des personnages qui du coup sont amenés en permanence au fur et à mesure que la série avance et que le temps, que la temporalité, la chronologie progresse, qui sont amenés du coup à basculer d'une époque à un autre, d'un souvenir à un autre, se mettre à boucler comme ça de manière éternelle. C'est très triste, encore une fois, c'est très cruel, et c'est une très belle idée. Et aussi, c'est une très belle idée de faire en sorte que le fantastique parle de la thématique de cette année, de cette saison, à savoir l'amour. Et par exemple, l'espèce d'incantation qui sert aux protagonistes à appeler à eux un fantôme et à s'y lier, le fameux « It's you, it's me, it's us », c'est toi, c'est moi, c'est nous, qui est une formule très simple et qui est toujours utilisée de manière très touchante dans le contexte où elle est utilisée. C'est une manière parfaite de résumer ce que c'est que le lien amoureux. Ce sont deux entités, deux autonomies qui choisissent à un moment de se rassembler, quitte à se perdre l'une dans l'autre ou quitte à devoir se séparer de manière assez terrible. Et ça nous est annoncé avec, je trouve, beaucoup de finesse, de grâce et en même temps d'évidence dès une des toutes premières scènes de la série, quand pendant un mariage, ou plutôt la répétition d'un mariage, un personnage donc livre ce qui sera son discours et dit l'amour finalement c'est être prêt à prendre le risque total, c'est celui de perdre l'autre, c'est l'aimer suffisamment pour être prêt à prendre le risque de la séparation, de la mort ou de la destruction. Et c'est exactement ce dont parle la série, et la série réussit à incarner ça dans les modalités du fantastique. Ça, c'est quelque chose que je trouve, encore une fois, intelligent et intéressant. On n'a pas juste d'un côté un réalisateur qui se dit « Ah, moi j'ai très envie de parler d'amour, mais bon, il faut que je mette des fantômes, bon, on va faire les deux. » Non, hop, mélangeons tout ça, et allons-y ensemble. Et vraiment, je trouve que c'est extrêmement bien mêlé, ouais. Vous l'aurez compris, malgré de menus défauts, The Haunting of Bly Manor m'a charmé, m'a impressionné, m'a par endroits fait un peu frissonner, mais m'a surtout énormément ému. Donc je vous recommande chaudement cette nouvelle saison. En tout cas, je suis très curieux de voir ce que vous allez en penser. J'espère que vous allez l'apprécier. En tout cas, n'hésitez pas à vous donner notre opinion. On sera ravis d'en discuter avec vous. Et du coup, écoutez, likez, tapez la cloche, laissez des commentaires, des pouces, allez-y. On vous embrasse. On embrasse surtout vos mamans, surtout toi, Chantal.